cpv.net/rendez-vous. On va parler politique provinciale avec Marie-Ève Doyon qui me disait que la circulation était virile ce matin. Hein, c'est ça? Ouais. Je prends tous les témoignages qui passent pour la circulation parce qu'on n'a pas de journaliste trafic à CKIA. On n'a pas les moyens de s'en payer un. Fait que on n'a pas d'hélicoptère CKIA, c'est ça. Hey, on est vraiment content de t'avoir avec nous. Comment ça va, Marie-Ève? Ben, ça va bien. Puis c'est très, très rare que je suis confrontée au trafic. Moi, je fais partie des gens qui ont une espèce de bon karma. De la circulation, puis je suis Pourquoi c'est l'heure à laquelle tu circules? Ouais, c'est je suis ça beaucoup qui t'aide, appelée. hein? Je pense que oui, je suis beaucoup appelée à faire Québec-Lévis, Lévis-Québec, Québec-Lévis, Lévis-Québec, ou en tout cas au moins Saint-Romuald, là, tout près des ponts. Puis je constate surtout que le problème de circulation, il est passé la rue Taniata vers l'est. Mais là, cette fois-ci, je m'en venais de Taniata vers l'ouest, puis c'était vraiment plus dense. Mais d'habitude, je suis en sens inverse et plus tôt ou plus tard que le trafic. Je fais partie des gens bénis par cette situation. T'es pas arrivé en retard. Non, mais j'ai déjà été pris sur le traversier, on s'en souviendra. Oui, on a fait une chronique t'avais été aquatique. assez fine pour sortir ton téléphone et faire une chronique au téléphone. Évidemment. Ben oui. Beaucoup de nouvelles au provincial aujourd'hui, puis on a un petit moment pour en jaser. Marois Risky, d'abord, des sondages aussi que j'ai évoqués plus tôt dans l'émission aujourd'hui. Puis après ça, je veux qu'on parle de Marc Garneau. C'est un ex-politicien fédéral, mais il a quand même soulevé des problèmes de communication qu'il a eu avec le premier ministre Trudeau à une certaine époque quand il faisait de la politique. Puis je veux qu'on parle de ça aussi parce que tu as une vision très... comment tu as été dans le Cénacle béni toi-même, Marie-Ève, puis tu sais un peu comment s'articulent les rapports entre les députés, les ministres, puis les boss des partis, tout ça. On va commencer avec Marois Risky. Son annonce est pas vraiment tombée comme une surprise avant hier, quand elle a dit qu'elle quitterait la vie politique au moment des prochaines élections, donc elle ne se représenterait pas. J'ai dit que c'était pas une surprise. Moi, j'ai pas été surpris. Toi, tu sembles avoir été un peu. Un peu. Parce que, d'abord, avant même ton arrivée dans cette excellente émission, j'ai parlé souvent de la relation de Marois Risky avec Greg Kelly, le fait que deux parlementaires soient amoureux, que deux parlementaires accueillent un enfant à l'Assemblée nationale, puis maintenant deux, puis que Marois ait choisi vraiment, parce qu'il y a des rumeurs de sa candidature à la chefferie, puis des espoirs de sa candidature à la chefferie depuis longtemps. Et tout de suite, elle avait mis les bases de cette réflexion en disant, moi, ma priorité, c'est d'avoir une famille. Ils ont utilisé la procréation médicale assistée. Elle en a beaucoup parlé. Elle a parlé de l'horloge biologique aussi qui sonnait très fort et du temps qui passait puis de sa volonté d'avoir des enfants. On avait eu cette conversation-là dans l'émission, entre autres, pour parler du rajeunissement de la politique, pour dire combien la politique était peu porteuse d'espoir, d'avenir. Puis, au même moment où à peu près, là, Gabriel Nadeau-Dubois a eu un enfant, Paul Saint-Pierre Plamondon en a eu un depuis, il y avait eu d'autres députés aussi. Et ça amenait une nouvelle perspective sur la politique. La politique qui a longtemps été, puis qui l'est encore trop, un jeu pour les messieurs d'âge mûr qui ont déjà une carrière derrière eux, puis qui ont de toute façon pas l'habitude d'aller faire les soupers puis d'aller porter leur enfant au service de garde. Amener des jeunes parents à l'Assemblée nationale, c'est aussi amener donc de l'espoir, des préoccupations vers l'avenir, des préoccupations sur le mode de vie qu'on a aussi qui sont un peu plus ancrés dans les conséquences que nos décisions d'aujourd'hui vont avoir sur le futur. Puis ça amène quelque chose de nouveau, de plus sain dans la politique. Le fait que Marois et Greg Kelly se soient partagés les congés parentaux, qu'il y ait eu des femmes qui ont allaité à l'Assemblée nationale, parce que finalement, pour elles, puis il y a eu un dossier, puis on est dans une semaine sur la visibilité de l'allaitement au Québec, ben qu'il y ait de la maternité au sein de toutes les institutions, ça me semblait intéressant. Et d'entendre Marois aujourd'hui, après avoir pris 2 congés, après être revenu à l'Assemblée, dire, ben non seulement je ne serai pas candidate à la chefferie, ce qu'elle avait dit, mais je ne serai pas à nouveau candidate politique, et ça, probablement pas avant les 15 prochaines années. Ça, c'était une surprise. Je pense que plusieurs personnes savaient qu'elle réfléchissait, puis qu'elle avait vraiment fermé la porte de la chefferie, mais qu'elle dise qu'elle ne veut plus être une élue, et de l'entendre dire avec tout le pragmatisme qu'on peut connaître de cette femme-là, mais c'est une fille qui est extrêmement intense, là. Peu avant son mariage, je croisais son fiancé du moment,
Je me disais, mon Dieu, ça va vite. Puis il me disait, ouais, mais avec Marois, il n'y a rien qui attend. Tout va vite. Mais de l'entendre dire qu'elle a voulu faire les deux, qu'elle a voulu tout faire. Puis je viens toujours les yeux pleins d'eau quand j'essaie de répéter sa phrase. Mais hier, elle disait, j'ai voulu conjuguer le travail et la famille, et ça se conjugue à l'imparfait. Tout en disant aux femmes, vous avez le droit de tout faire. Vous avez le droit d'avoir des enfants. Vous avez le droit de faire de la politique. Mais elle fait le choix de mettre ses enfants au lit le soir. Puis ça nous amène à nous questionner sur qu'est-ce que c'est la politique, comment on veut des élus. Puis l'Assemblée nationale est à Québec. Il n'y a pas d'allègement pour faire, par exemple, de la participation au vote à distance. Et c'est très difficile pour un député de s'absenter longtemps ou de travailler. Alors que les travaux des commissions pourraient peut-être être aménagés différemment. On a entendu quelle bonne occasion de se taire qui a été ratée à ce moment-là. Geneviève Guilbeault qui disait, ben moi, j'en ai eu 2 enfants, puis moi, j'ai réussi. Ben oui, merci. Oui, elle a dit, puis elle a dit, je comprends le choix de madame, mais ça peut se faire. Moi, j'ai eu 2 enfants, puis je fais de la politique aujourd'hui. Mais madame a des enfants une semaine sur 2, fort probablement, puis sa circonscription est à Québec. Elle retourne coucher chez eux le soir. Elle va pas coucher dans un appartement de fonction un peu déshumanisé, puis... on n'est pas chez nous. Non, on n'est jamais chez nous dans un appartement de fonction. Moi, j'en ai visité un puis un autre, puis c'est jamais très heureux comme choix de vie, là. Et en plus, ben Marois, certains ont dit, ben c'est elle qui va faire le choix, alors que son chum, son mari, Greg, lui a offert. Lui a dit, Marois, t'es bonne, je veux que tu fasses tout ce que tu veux dans la vie. Moi, je peux démissionner puis m'occuper de mes enfants, puis que te donner cette chance-là. Puis elle a dit, non, c'est pas ça que je veux. Ouais. Je veux coucher mes enfants le soir. Bon, Marois Risky, donc, qui ne sera pas candidate aux prochaines élections. Mais qui reste jusque-là. Les élections, c'est dans 2 ans, je me trompe. Dans 2 ans, ouais. 2020, à l'automne 2026. Au Québec, on a un gouvernement majoritaire, donc il n'y a pas vraiment de chance que ça se déroule autrement. Et qui reste, qui fait le sacrifice de cette année supplémentaire-là et demie de la vie de son 2e enfant, et qui va quitter la politique pour retourner à l'enseignement, alors que son premier fils, Gabriel, va rentrer en maternelle, puis que le 2e, Abraham, va au début des services de garde, à 2 ans et demi à peu près. Bien, un mot sur le sondage qui a été publié hier de Palace, donc, qui répète un peu ce que disent les sondages depuis plusieurs mois, presque 1 an. Le Parti québécois est bien installé au sommet, territoire majoritaire même, selon ce sondage-là, qui est très sérieux. La coalition Avenir Québec vient en 2e. Ce qui est commenté beaucoup sur les réseaux sociaux et dans un texte très intéressant de Michel David dans Le Devoir ce matin, c'est le résultat de Québec solidaire, qui passe derrière le Parti conservateur du Québec. Ça marque les esprits. Évidemment, on peut comprendre que le vase communicant, c'est pas entre les conservateurs et Québec solidaire, c'est-à-dire que les conservateurs n'ont pas gagné leurs électeurs. Ils sont pas allés chercher des solidaires. Ceci dit, à 12%, c'est déprimant pour les solidaires, d'une part. Et il y a une stat intéressante dans le texte que Michel David porte à notre attention dans sa chronique de ce matin, c'est que le PQ caracole en ce moment, enfin, est le parti le plus populaire dans la tranche des 18-34, je pense, non, c'est pas les 18-34, mais en tout cas chez les plus jeunes. Un segment qui avait été traditionnellement, historiquement acquis à Québec solidaire. Que t'inspire ce sondage-là, donc, Marie-Ève, qui est paru hier? Bien, première chose, Palace Data, le sondage est bien fait, le sondage est sérieux, mais ce n'est pas la firme de sondage qui a toujours les meilleurs résultats au Québec. Ils sont habituellement beaucoup plus engagés dans des sondages sur le volet fédéral ou dans des provinces anglophones à l'extérieur du Québec. Alors, un sondage Palace Data, c'est bien, mais souvent au Québec, on va attendre un léger ou un autre sondage québécois. Donc, ça, c'est une donnée de plus. Les sondages sont toujours des photos dans le temps. C'est vrai que pour ce qui est du Parti québécois, là, la tendance semble bien installée. On a vu, après les vacances d'été, un petit regain de vie du côté de la Coalition Avenir Québec. Puis on en avait parlé en disant, est-ce que quand François Legault se tait et disparaît, ça va mieux pour lui que quand on le voit et qu'il essaie de nous convaincre de quoi que ce soit. Alors, puis de ce temps-ci, là, le François Legault, il est très visible, puis je suis pas certaine que ces données doivent s'améliorer. Maintenant, bon, Parti québécois, c'est une chose. Moi, je n'ai pas regardé le découpage circonscription par circonscription dans le Palace Data. Par contre, ça va amener des questions à savoir comment est-ce que Québec solidaire peut se retrouver aussi bas
dans les sondages. Québec solidaire a eu une très, très forte élection lors de la dernière et de la précédente. Ils ont augmenté leur députation, ils ont consolidé certains gains, mais à la dernière élection, il y a 2 ans, ils n'ont pas réussi à étendre leur emprise sur le territoire québécois. Ils n'ont pas réussi à désenclaver le parti des zones urbaines, donc Montréal et Downtown Québec City, où est-ce qu'on est assis en ce moment. Ils ont 2 députés dans la région de Québec. Il y avait Émilie Lessard-Terrien en Abitibi, mais ce n'est plus le cas. Donc, ça demeure un parti qui traite de questions urbaines, qui vont traiter de dossiers qui vont peut-être moins toucher les gens en région. Quand on veut parler de la protection de l'environnement, ça veut dire qu'on veut parler, entre autres, des taxes carbone, des surtaxes sur les véhicules qui consomment beaucoup. On va vouloir parler d'agriculture responsable, alors que les régions agricoles, souvent, sont vraiment dans une lutte contre les grands marchés agricoles. Ils ont besoin de leurs pesticides pour être compétitifs et de leurs engrais chimiques, puis de leur machinerie qui va être polluante. Le retour à la terre espéré par Québec solidaire, c'est aussi une portion du retour à la terre qui ne parle pas beaucoup aux gens qui en vivent ou qui essaient d'en survivre. Il y a aussi les questions, donc, toutes les questions de mobilité. Et c'est peut-être là que Québec solidaire sent le bas qui blesse un peu plus, là. La ville de Montréal, pour plusieurs, est devenue une ville assiégée par les cônes oranges. Pour plusieurs, puis c'est un discours qui me pue au nez, c'est une ville assiégée aussi par les communautés immigrantes et les nouveaux arrivants, alors que Québec solidaire a toujours défendu le droit des minorités, a défendu les bienfaits de l'immigration, a défendu le droit des personnes issues de partout dans le monde à contribuer à leur société puis à chercher une meilleure vie. Bien, quand il y a une irritation sur ce point-là, on voit un mouvement des électeurs. Puis le premier ministre Legault, vous l'écouterez dans les dernières heures et dans les derniers jours, il recommence à manger du pain sur le dos des personnes immigrantes. On a eu cette discussion-là souvent, je vais être obligé d'intervenir. C'est pas les immigrants qui dérangent, c'est le nombre d'immigrants qu'on reçoit qui est trop élevé pour notre capacité d'accueil. J'en suis. Et c'est ça qu'il dit, et à chaque fois qu'il le dit, ses propos à M. Legault, que je ne suis pas un caquiste, là, mais à chaque fois qu'il le dit, ses propos sont récupérés par ses adversaires politiques pour lui dire « vous mangez encore du pain sur le dos des immigrants, vous bouffez de l'immigrant. » Ça dépend toujours comment il le fait. Mais il le fait jamais de façon... À droite? Ben, il est à droite. Non, je ne veux pas dire à droite, mais bien de façon à droite. Il le fait jamais de façon si inélégante que ça. Il le fait assez froidement. C'est vrai que c'est pas un homme, c'est pas un lyrique, là, François Legault. Non. Il le fait de façon calculée, un peu mathématique, à la caquiste, en comptable qu'il est. Puis c'est comme ça que ça sort, mais je veux dire, c'est pas non plus... c'est pas le Rassemblement national, là. Bien, si on le faisait en comptable, ce qu'on serait en train de faire, c'est de trouver quels sont nos réels seuils, quels sont les moyens qu'il faut avoir. C'est ce que ne font pas les partis d'opposition non plus. C'est ce que fait pas Québec solidaire. C'est ce que font pas les libéraux. Mais M. Legault, hier, en France, est allé dire il faut prendre les demandeurs d'asile qui sont au Québec et les déporter dans d'autres provinces. Qu'est-ce qu'on fait? On le fait ça manu militari. On va chercher les gens dans leur maison puis on les sort. Il prétend aussi qu'il veut une zone tampon. Est-ce qu'on va être rendu avec une zone comme la zone de Calais en France où est-ce que les demandeurs d'asile puis les immigrants irréguliers sont campés dans des conditions inhumaines? Ça parle à un électorat et ça mobilise beaucoup d'attention sur ces enjeux-là, alors que Norvolt est en train de péter aux frettes, alors que la filière batterie va pas bien, alors que le ministre de l'Économie est parti. Il y a plein. Les négociations dans le milieu de la santé sont pas finies. Les gens vont voir leur médecin de famille parce qu'ils ont des problèmes de santé mentale, mais ils se font recevoir en se faisant demander en 8 minutes comment je peux t'aider aujourd'hui. Absolument. Mais pour en revenir à Québec solidaire, c'est sûr que quand tu es dans l'opposition puis que tu es dans les estrades, c'est facile de montrer le gouvernement du doigt, de te parer des grands habits de vertu, puis de dire vous êtes des fachos, vous êtes des réacs, nous on est des altruistes, on est humains. Non, t'as raison, j'exagère un peu, mais on est un peu dans ce logiciel-là, puis c'est vrai que c'est un peu à rebours du contexte
sociopolitique qu'on vit en ce moment, là. Tout à fait. Ça prend une réelle conversation sur la langue, plus que des pubs à 2,5 millions pour dire que parler en français, c'est important. Ça prend une réelle conversation sur la francisation. Au lieu de mettre 2,5 millions dans de la pub sur le français, est-ce qu'on peut le mettre dans la francisation des personnes qui sont déjà ici puis qui essayent? Est-ce qu'on peut aller, pas juste renforcer les lois pour faire fermer des Long and McQuaid de ce monde, mais bien trouver des solutions qui sont dans le réel puis qui vont aider, les personnes immigrantes à gagner un minime revenu pendant qu'elles apprennent le français, leur donner une réelle chance de s'installer ici, leur donner des emplois qui ont du bon sens. Puis souvenons-nous, là, ces gens-là, qu'ils aient été réguliers ou pas, ils étaient des anges gardiens qui ont sauvé le Québec et lavé nos mers, mais aujourd'hui, ce sont des indésirables qu'il faudrait que le fédéral sorte manu militari de leurs appartements pour les pitcher ailleurs. On fait même pas ça avec des animaux. Ben, plus le problème s'aggrave, plus les discours s'enveniment. Mais l'Autriche vient d'élire de l'extrême droite. La France a voté à droite. Le premier ministre français est beaucoup plus à droite qu'à gauche. Marie-Ève, on a à peu près le même âge. Là. C'est complexe. Ça fait 35 ans que je m'intéresse à la politique. Ça fait 35 ans qu'on parle d'une montée de l'extrême droite. Ça fait 35 ans, si je me fie au commentariat progressiste un peu de gauche, que l'extrême droite est en progression. Si elle avait été en progression de façon continue pendant les 35 dernières années, on serait dans le 4e Reich depuis longtemps. Là. Je veux dire, c'est fluctuant. Il y a des fois... Est-ce qu'on a vu autant de droite prendre le pouvoir en même temps que maintenant? Ben, pour le Canada, en tout cas, je veux dire, on a des gouvernements relativement progressistes. Même la CAQ, c'est pas un parti de la droite coupante comme ceux qu'on connaît en Europe. Non, mais un commentaire comme le mien, puis ça me fait toujours sourire, puis c'est le fun que tu l'as dit comme ça, mais un commentaire comme le mien n'est pas moi, Marie-Ève Doyon, je suis pas nécessairement une fille de gauche. Et quand je défends un discours comme celui-là, soudainement, on dirait que tout est tellement tassé d'un petit peu vers la... C'est drôle parce que je fais toujours la gauche quand je parle de la droite. Tout est tellement déplacé sur le spectre que ce qui était auparavant un peu à droite est devenu aujourd'hui pas mal à gauche. Alors, ça veut dire que la droite, elle s'est tassée, puis moi, j'ai beau être au même endroit, puis revendiquer une droite économique, une solidarité sociale, une solidarité intergénérationnelle, un meilleur filet de la part du gouvernement, plus d'équité, mais mon discours est devenu un discours de gauche. Ouais. C'est pas ça, la gauche. Il nous reste pas beaucoup de temps, Marie-Ève. Je veux qu'on parle de cette sortie de Marc Garneau qui a cassé du sucre sur le dos de son ancien chef, Justin Trudeau, un ancien premier ministre. Il va même sortir un livre, son autobiographie, M. Garneau, bientôt. Il a accordé une entrevue à Rosemary Barton à CBC, puis essentiellement, ce qu'il a dit, c'est M. Trudeau était un premier ministre qui était dur d'accès. C'était difficile d'accéder à lui, de pouvoir lui parler quand on était ministre, quand moi j'étais ministre en tout cas. Puis il disait que M. Trudeau était comme entouré d'une espèce de clique, un peu dure, un peu fermée, imperméable. C'est vrai. Bon, tout de suite, tu dis que c'est vrai? C'est vrai. Oui? Ce qui est vrai, c'est que depuis la première élection de Justin Trudeau, il était appuyé par des gens qui étaient ses proches et ses amis. Et qui, des vrais chums, là, dans certains cas. Oui, des vrais chums d'école. Mais Dominique Leblanc, c'est une chose, mais là, son nom m'échappe, mais il y avait un directeur de cabinet adjoint qui a pris ses distances parce qu'il était porteur de trop de scandales. Mais Katie Telford, fille de l'Ontario, par moment, là, derrière de porte close, moi, c'est elle, le premier ministre du Canada. Ah oui? C'est, il y a un... Mais regardez, Katie Telford est très contrôlante, contrôle toutes les nominations autour de Justin Trudeau, tous les placements politiques. Il y a une équipe autour de Justin Trudeau qui a eu, en tout cas, de l'extérieur, parce que moi, je suis pas proche du tout de la garde rapprochée de M. Trudeau. Je connais d'anciennes conseillères, d'anciens conseillers qui ont travaillé de très près avec lui. Mais j'ai 2 reproches à faire. Le premier, c'est que c'est un cercle qui est extrêmement restreint, auquel peu de personnes sont appelées à participer, à pénétrer et à ouvrir des canaux de communication. Et c'est aussi un premier ministre qui a choisi de s'entourer de gens extrêmement jeunes, souvent inexpérimentés, et qui est débordé par plusieurs dossiers. Là, un jour, je te raconterai l'histoire de ma participation à un concours de recrutement pour un poste dans l'équipe de M. Trudeau, puis tu trouveras ça très drôle comment ça s'est conclu. Mais ma conclusion, moi, ça a été, si vous ne pouvez pas faire les petites choses comme il faut, comment voulez-vous faire les grandes? Alors qu'un ministre qui n'est pas parti
parti nécessairement dans les meilleures relations avec Garneau. M. Trudeau. Marc Garneau, qui est un gars qui est très cérébral, qui est un peu soporifique, mais qui est un brain, qui est un homme très intelligent. Marc Garneau, qu'ils disent, ben moi, je n'avais pas ma place dans le sérail. C'est pas surprenant. Qu'ils le disent a posteriori avec un petit peu En ravalant son vomi un peu. Oui, en rotant du vieux sûr, qu'on dit au Saguenay. Il semble que ce soit une phrase du Saguenay. Oui, je l'avais déjà Mais entendu. donc, c'est ça. Avec la bouche un peu pincée, un air de vinaigre, je pense que Marc Garneau ne va pas non plus donner le coup de grâce à M. Trudeau. Il essaie de ménager... On dirait des fois que c'est lui qui essaie d'excuser, de dire, ben c'est pas de ma faute parce que le premier ministre m'écoutait pas. C'est pas de ma faute, j'avais pas... donc, Marc Garneau qui y va d'une sortie de belle-mère. Les belles-mères, personne n'aime ça. Jamais, jamais, jamais. Personne n'aime ça. Au Québec, as-tu déjà vu, toi, des ministres exprimer leur frustration parce qu'ils n'étaient pas capables de parler au premier ministre ou le contact se faisait pas bien? Jean-François Lisée, à une émission à Radcan, là, comment ça s'appelle, les ex, je sais pas trop. Ouais, là, les ex. il disait ça se peut un premier ministre qui est plus capable de blairer un de ses ministres, qui est plus capable d'endurer puis qui veut plus le voir. Tom Mulcair, Yves Séguin, Marc Bellemare, pour ne nommer que ceux-là, sous le gouvernement de M. Charest, ils ne sont pas partis parce que tout le monde s'entendait bien puis qu'on faisait la farandole. Là. Ils sont partis parce qu'ils étaient vraiment frustrés. Tom Mulcair est parti en claquant la porte. Ouais. Yves Séguin, qui était aux finances à l'époque, est parti aussi dans un vent de tempête. Marc Bellemare a essayé de faire exploser le Parti libéral parce qu'il n'avait pas ce qu'il voulait, parce que sa priorité, qui était le no-fault dans la Société d'assurance automobile, puis la loi sur l'assurance automobile, c'était pas une priorité pour le gouvernement. Il y avait toute une odeur de scandale autour de Marc Bellemare, mais quand même. Après ça, il est allé faire une job de bras dans une commission publique. Alors, la commission Bastarache, pour ceux qui veulent faire des recherches, c'est arrivé. C'est arrivé. On se souviendra aussi qu'il y a 3 élus qui avaient quitté le Parti québécois sous Mme Marois, là, avec Pierre Curzi et 2 autres qui ont claqué la porte. Ça se peut. Des gens qui ne se sentent plus les uns les autres. Il ne faut pas oublier aussi qu'à Ottawa, il y a 338 députés. Il n'y en a pas 125 comme au Québec, dans un parti qui est devenu minoritaire comme les libéraux, où il y a peu de mouvements de chaises, il y a beaucoup d'insatisfaits. Marc Garneau a été évincé de son poste de manière assez cavalière. Puis on sait que Bill Morneau aussi est parti pas très content contre M. Trudeau. Alors, évidemment, M. Trudeau... Jody Wilson-Raybould, ça, c'est une question qui est extrêmement délicate parce qu'il y avait eu toute la question de la place des femmes aussi dans les rôles de pouvoir. M. Trudeau, qui est extrêmement patient avec certains de ses élus qui font tout et ce qui leur plaît et n'importe quoi, qu'on pense à Anthony Housefather sur les questions d'Israël, de la Palestine, qu'on pense aussi au député de Québec, Joël Lightbound, qui est un empêcheur de tourer en rond. Oui, mais il est encore au parti parce que le premier ministre est minoritaire puis qu'il ne peut pas se permettre de botter des fesses à longueur de journée parce qu'il a besoin de ces votes-là. Mais M. Trudeau est en ce moment une bête blessée et plusieurs vont continuer de courir après jusqu'à ce qu'il s'effondre au complet. Merci beaucoup, Marie-Ève. Toujours intéressant. Avec plaisir.